Bien, merci. Nous allons maintenant entendre le troisième intervenant de cette première demi-journée. Donc, Guillaume Anzo, qui m'a communiqué un CV, dont je me fais l'écho, économiste financier, inspecteur des finances, ancien conseiller technique de Pierre Bérégovoy, ancien conseiller économique de l'Élysée sous François Mitterrand, et qui travaille actuellement dans les conseils en fusion-acquisition. Il doit y avoir beaucoup d'imprévus, et participe aux réflexions de différents think tanks comme les GRAC ou Terra Nova. Merci de m'inviter à parler d'économie pour mettre un peu d'optimisme dans cette discussion. Parce que l'économie est en effet une discipline qui n'arrête pas d'essayer de comprendre l'imprévu et de le maîtriser, et qui échoue de façon tout à fait constante. Une des bonnes façons de mesurer cette détresse, c'est de se souvenir des spécialistes de la BNP en août 2007 qui avaient dû fermer au public le produit le plus sûr, les SICAV monétaires qu'ils avaient en stock, et qui disaient mais c'est pas possible, ça devait pas se produire, on a fait des modèles, et les modèles nous disent ça ne devait pas se produire plus d'une fois tous les 1000 ans, et néanmoins, donc ça ne peut pas arriver, et néanmoins c'est arrivé, et constamment en économie, arrive à peu près tous les 10 ans des choses qui sont construites pour ne se produire que tous les 2 ou 3 siècles. Et c'est exactement comme la vie, la probabilité de 0 au début, elle est de 1 à la fin. Alors pour aborder le sujet de l'imprévu en économie, la façon la plus simple, à mon avis, est de partir de ce que répondait Donald Rumsfeld à une question sur... essayez un peu de noyer le poisson, mais à une question sur les armes de destruction massive en Irak, et il a répondu, très intéressant, voilà, il y a des choses que nous savons, il y a des choses que nous ne savons pas, le known unknown, et puis il y a des choses, en général les plus graves, celles que nous ne savons pas, c'est le unknown unknown. En économie, comme dans la plupart des sciences humaines, il y a très peu de choses que nous savons. Le known est très étroit, et vouloir s'en servir pour prévoir l'avenir est toujours à la limite du charlatanisme. Le charlatanisme qui continue à fonctionner, par exemple en gestion d'actifs pour compte de tiers, les gens qui gèrent vos actions, il y a une évidence académique abondante sur des dizaines d'années qui montre que les gens qui gèrent vos actions n'ont pas en moyenne de chance de faire une meilleure rentabilité que le marché, et que ceux qui y arrivent, on ne sait pas s'ils y arrivent parce qu'ils ont eu de la chance, ou simplement parce que ceux qui n'y arrivent pas se sont retirés du marché, mais de toute façon, en moyenne, ils n'arrivent pas à faire mieux à leurs frais de gestion près. C'est Warren Buffett qui disait que, de toute façon, si on donnait $1 à chaque Américain à jouer à pile ou face tous les jours, à rejouer tous les jours, et ben au bout de quelques semaines, il y aurait 200 Américains qui auraient gagné plus d'$1 million et qui feraient des livres sur la façon de devenir riche, alors qu'on aurait le même résultat exactement si on avait fait jouer des orang-outans. Donc, on ne sait pas très bien prévoir l'avenir. Il y a un économiste de Harvard qui a d'ailleurs analysé 28 000 prédictions à 5 ans de 284 spécialistes de l'économie et de la politique pour voir ce que ça donnait à 5 ans. Et c'est très intéressant, ça montre que, en général, les prévisions des spécialistes ne sont pas meilleures que les prévisions des journalistes ou de la moyenne, que ça ne dépend pas du niveau d'études, c'est-à-dire les titulaires de doctorat ne prévoient pas mieux que les titulaires de master, et que par contre il y a une corrélation inverse avec l'exposition médiatique, c'est-à-dire les gens qui parlent dans les médias prévoient en général encore plus mal que ceux qui n'y parlent pas. Donc le champ de ce que nous savons en économie, le known, il est très étroit, et pour l'avenir ce serait déjà bien de savoir que nous ne savons pas. Donc le known est si étroit qu'il a fallu se développer pour l'essentiel sur le deuxième segment de Rumsfeld, le known unknown, l'inconnu connu,
puisqu'on ne sait pas où seront demain les taux d'intérêt, les taux de change, etc., mais qu'on sait que c'est important, on va essayer de mesurer des corrélations raisonnables et d'essayer d'en tirer des théories en appliquant des probabilités. Des probabilités. Cette idée de domestiquer l'imprévu, c'est une idée tout à fait nouvelle qui date de la civilisation occidentale. Les Grecs ne l'ont jamais eue, alors que pourtant ils connaissaient la mathématique, ils avaient le goût de la preuve, le goût de la pensée, le goût du jeu, mais c'est des choses qui n'appliquaient qu'à l'univers. C'est là qu'était l'ordre. Jamais il n'aurait essayé d'appliquer la mathématique au chaos du monde. Quand il s'agissait de l'univers, on faisait appel à la mathématique, et quand il s'agissait de l'avenir, on allait voir la pitié. Les économistes, les statisticiens, essayent de rechercher non pas la vérité, mais le probable, ou la vraisemblance, qui, comme disait Socrate, n'est pas la vérité, mais qui est la ressemblance de la vérité. C'est au moment de la Renaissance qu'il faut pour ça une certaine désenchantement du monde, il faut ne plus croire aux caprices des dieux, un certain nombre de scientifiques ont trouvé, en général en cherchant tout à fait autre chose. C'est Galton, Gauss, Pascal, qui appliquaient la recherche à tout à fait autre chose, l'eugénisme pour l'un, la cartographie pour l'autre, ont découvert les lois de la probabilité, et l'économie s'en est emparée d'une façon enthousiaste. Alors, évidemment, il y a un secteur de l'économie financière qui a la plus grande raison d'utiliser ces découvertes, c'est celui de l'assurance et de la réassurance, parce que la fonction sociale de l'assurance, c'est de couvrir l'imprévu en le mutualisant et en traitant une matière première qui est le risque. Et puis, l'industrie de l'assurance a beaucoup appris comme ça à fixer un prix de l'imprévu. Le prix de l'imprévu, il est en général facile à calculer sur des éléments de masse. Il est plus difficile pour les risques qui ont à la fois une probabilité d'occurrence très faible et un coût très élevé. À l'extrémité, vous voyez bien, de ce spectre-là, si une météorite frappe la Terre, il n'y a pas besoin d'assurer et il n'y a pas besoin d'assureur. Mais entre les deux, un peu en dessous, il y a des grandes catastrophes qui sont très coûteuses pour un assureur et qui sont du domaine d'une industrie particulière qui s'appelle la réassurance, qui s'occupe d'analyser les risques extrêmes et de réassurer les assureurs en vaporisant leurs risques dans l'ensemble des marchés financiers. Ce travail d'analyse des risques extrêmes est tout à fait intéressant parce qu'il montre la façon dont le marché et les financiers réfléchissent à l'imprévu. Le Lloyds, qui est un grand spécialiste de ce secteur-là, publie chaque année un truc très intéressant qui s'appelle les scénarios de désastres réalistes. Les scénarios de désastres réalistes. Et alors, donc, on en a la liste, les assureurs disent, voilà, combien me coûterait chaque scénario de désastre réaliste que donne le Lloyds, c'est en général entre 20 et 100 milliards. Et ce qui est intéressant, c'est que ces scénarios de désastres réalistes ne sont jamais que la transposition dans le temps, dans l'espace, là où ça coûte plus cher, d'événements qu'on connaît déjà. Un tremblement de terre, on dit, il y a un tremblement de terre, simplement, au lieu qu'il ait lieu dans le Nevada, on va le mettre à Los Angeles ou à San Francisco et voir combien ça coûte. Les cyclones, au lieu d'un seul cyclone sur la côte atlantique, on va en compter 2. Avant le 11 septembre, le terrorisme n'était pas considéré comme un scénario de désastre économique réaliste. Ça montre bien ce sur quoi travaille l'assurance. Pour qu'elle travaille, il faut qu'il y ait des expériences passées, il faut qu'on puisse appliquer la loi des grands nombres, il faut que ces probabilités suivent une distribution normale, la distribution d'une loi de Gauss, et que toutes ces observations soient indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire, si j'ai un risque d'une chance sur 1000 de voir un tremblement de terre de force 6, je dois avoir un risque encore beaucoup plus faible de voir au même endroit un tremblement de terre de force 9, c'est l'idée que les queues de distribution, à la queue de distribution, le risque devient de plus en plus faible. Pour que ça marche, il faut surtout que n'apparaisse pas une rupture, un signe noir, un changement de paradigme qui rende fausses toutes les statistiques passées. Et ça marche assez bien dans le domaine de l'assurance, et c'est d'ailleurs pour ça que les assureurs font rarement faillite, sauf quand ils se mettent à assurer la finance. Mais on voit bien qu'il y a peu de raisons de croire que ça marche aussi dans le secteur de l'économie financière sur les marchés, puisque là, en fait, ce sont des opinions qui s'échangent.
sont des gens qui sont interconnectés, qui paniquent, et on n'a pas toutes ces conditions de validité de l'analyse statistique. Et pourtant, l'économie a choisi d'ignorer ce caractère spécifiquement humain des marchés économiques et financiers et de faire comme si on pouvait appliquer la statistique aux événements économiques. Il faut s'interroger sur la raison pour laquelle tout le monde a choisi comme ça de faire comme si. Je pense qu'une des principales raisons, c'est que la théorie économique des marchés efficients ne sait pas expliquer le mouvement. C'est-à-dire, si on considère que les marchés, à tout moment, rassemblent l'intégralité de l'information disponible, avec des opinions différentes, mais justement, ceux qui sont optimistes achètent, ceux qui sont pessimistes vendent, et tout ça fait un prix, et ce prix reflète le consensus. Et si ce qui est prévu advient, alors les prix ne bougent pas. Si cette théorie est vraie, alors on ne sait pas pourquoi il y a des mouvements. On ne sait pas pourquoi ça bouge tout le temps. On ne sait pas pourquoi ça bouge de manière brownienne. On ne sait pas pourquoi ça bouge comme une marche au hasard, la marche d'un ivrogne entre deux réverbères, comme dit la littérature. Donc ça, c'est un problème pour la recherche académique qu'on ne sait pas expliquer. Et puis il y a un autre problème pour les praticiens, qui est que si la théorie est vraie, si le modèle est juste, si tout est dans les cours, alors les professionnels, au fond, ne servent à rien, puisqu'il vaut mieux acheter des indices. Personne ne peut faire mieux que les marchés. Et là, on a vu que c'était un modèle qui, de ce point de vue, le modèle n'était pas tout à fait faux. Donc, comme planche de salut, les professionnels se sont dit, comme on n'a pas de known, on va essayer d'appliquer à l'unknown known, au known unknown, qui est l'univers du spécialiste, et on va essayer de tarifier les risques comme les marchés de l'assurance. Tout ça marche au hasard, mais justement, on va essayer de mesurer les probabilités de ce hasard, mesurer la volatilité, faire l'hypothèse que la volatilité, c'est le risque, et ainsi imaginer que tout ça suit une loi normale, regarder des variations très longues, et à partir de ça, on va essayer de, sinon prévoir les cours, au moins avoir les instruments mathématiques nécessaires qui permettront de mesurer les chances de ce jeu de hasard. Et beaucoup de gens s'y sont essayés, notamment des 2 prix Nobel d'économie, Merton et Scholz, qui ont lancé un grand fonds d'arbitrage à la fin des années 90, qui a été une des plus grandes faillites avant la crise de 2017. Pourquoi ? Parce que nos prix Nobel d'économie qui s'étaient lancés dans des arbitrages à levier ont rencontré le vrai imprévu, c'est-à-dire pas le non-unknown, mais le unknown, c'est-à-dire l'imprévu, vraiment imprévu, ce que les statisticiens appellent l'outlier ou le signe noir. L'outlier, c'est-à-dire le point qui se trouve en dehors du nuage de points, mais qui d'un seul coup va changer les choses et va devenir le centre d'un nouveau nuage de points. L'imprévu, souvent, il advient précisément parce qu'on ne l'avait pas prévu. Si on avait prévu le 11 septembre, les cabines des pilotes auraient été fermées et il n'y aurait pas eu de 11 septembre. Et le bureaucrate qui aurait imaginé de fermer les cabines des pilotes serait resté de façon, pour toujours, un bureaucrate inconnu. Avant le 11 septembre, on ne pensait pas que le terrorisme pouvait être un risque économique de masse. Les grandes crises financières aussi fonctionnent comme des signes noirs. Elles adviennent en général parce que les acteurs ne les avaient pas prévus et parce qu'ils avaient tous appliqué les mêmes modèles qui ne les prévoyaient pas, et que le fait d'appliquer ces mêmes modèles les avait conduits à des prises de risque plus élevées que normalement, jusqu'à ce que l'ensemble du système s'effondre. Ce dont on s'aperçoit à chaque crise, mais encore plus en 2017, c'est qu'au fond, l'imprévu ne suit pas les lois de Gauss. Il ne s'inscrit pas sur des courbes en cloche, particulièrement quand tout le monde utilise les mêmes courbes en cloche. Autrement dit, et ça, Keynes était le premier à l'avoir compris, on ne sait rien au fond de la probabilité de survenance des événements extrêmes, de ce que les statistiques appellent les queues de distribution. C'est pas parce qu'on a une chance sur 100, quand on est une banque, de perdre 100 millions, qu'on a une chance sur 1000 de perdre 1 milliard. C'est peut-être au contraire. C'est peut-être qu'on a une chance sur 100 de perdre 100 millions et 2 chances sur 100 de perdre 1 milliard parce qu'on sera à ce moment-là dans une crise systémique. Autrement dit, ces risques-là ont des fat tails, ont de longues queues.
Ce signe noir ne prend pas toujours la forme d'une catastrophe aussi. Les grandes inventions sont des imprévus. En économie, ce sont des signes noirs qui changent complètement le comportement des gens et la valeur des actifs existants. En général, ce n'est pas des solutions qui ont répondu à un problème, les grandes inventions. C'est des solutions qui ont attendu leurs problèmes. L'Internet n'a pas été inventé pour faire un réseau mondial. Il a été inventé pour les besoins de l'armée américaine. Le laser a été inventé pour jouer avec des particules de lumière. Le Facebook a été inventé pour noter les filles du lycée, et le Viagra à travers des recherches sur les maladies cardiovasculaires. Donc, ce sont des choses qui apparaissent et qui, d'un seul coup, détruisent la valeur des concurrents, distribuent de la productivité dans l'économie et font et créent des entreprises qui changent un secteur. Naturellement, plus les taux d'intérêt sont faibles, plus on escompte l'argent, plus on est obligé de regarder loin dans le temps, plus on escompte les revenus futurs à des prix bas, et plus l'imprévu est important. Parce qu'une grande partie de la valeur se trouve dans la valeur terminale des actifs. Si je regarde par exemple aujourd'hui la question de savoir si j'achète des parkings, dans la valeur d'un parking, d'une société cotée de parking, 70% ou 80% de la valeur, précisément parce que les taux sont bas, vient non pas de ce qu'on espère être son résultat dans les 10 prochaines années, mais de ce qu'on pense sera son résultat dans les 20 années qui suivront les 10 prochaines années. Et autant on peut savoir à peu près ce qui se passe à 5 ans, par exemple, qu'on a besoin de parking, autant absolument impossible de savoir à 10 ans ou 20 ans ce que donneront les nouvelles applications technologiques, les Google Cars, et même la question de savoir si on aura juste besoin de parking. Autrement dit, est-ce qu'il faut acheter les parkings? Non, si on veut les garder 30 ans, mais du point de vue boursier, ce n'est pas le point important. Le point important, c'est au fond de savoir si, non pas si les parkings sont condamnés à terme, mais à quel moment les autres s'apercevront que les parkings sont condamnés à terme, parce qu'à ce moment-là, il y aura ça deviendra une rente en extinction, et il y aura une valeur qui se détruira. Or, on est donc sur des marchés où ce n'est pas la probabilité de l'événement qui compte, c'est la conscience de la probabilité de l'événement, et c'est des opinions sur la conscience de la probabilité de l'événement. Donc il ne faut pas s'étonner que ces marchés-là soient volatiles, surtout quand ils sont interconnectés, globaux, sujets à des paniques, de sorte qu'aujourd'hui, dans nos grandes crises financières, dans nos grandes crises, on a eu des crises économiques depuis des siècles, depuis la crise des tulipes en Hollande, mais depuis 10 ou 20 ans, on a quelque chose de nouveau qui est que toute crise économique devient immédiatement globale. L'imprévu est d'emblée contaminant et d'emblée global. Bon, donc les sciences sociales n'ont presque rien à nous dire de ce qui est known. Ils n'appliquent que dans un domaine de validité très limité, étroit, ce qu'ils ont appris du known unknown, et on ne peut rien nous dire du unknown unknown, de l'imprévu imprévu, sinon qu'il adviendra. Voilà. Alors évidemment, ce n'est pas une conclusion très brillante, et comme je suis dans un congrès de psy, vous aurez déjà deviné qu'il manque à M. Rumsfeld un quatrième terme. C'est non pas le known unknown, mais l'unknown known. Ce qu'on savait, mais qu'on ne savait pas qu'on savait, et qui surgit à l'esprit, justement, au moment où on ne l'avait pas prévu, ce qui est une définition comme une autre de l'inconscient. Alors, est-ce qu'il y a une économie de l'inconscient? Il y a une question qui est assez légitime, parce qu'après tout, si tout ça, c'est des systèmes où les gens paniquent, où il n'y a absolument aucune rationalité, où c'est, comme dit Keynes, des esprits animaux, des bipolaires, des taureaux et des ours, l'avidité et la peur. Finalement, ces économistes, ces marchés, vous direz, ils ont bien, c'est logique, ils ont bien besoin d'une analyse. Bon. Ce champ d'études-là, l'analyse des comportements de ces acteurs, c'est ce qu'on appelle l'économie comportementale, et qui nous a beaucoup appris. Staline avait l'habitude de dire que une mort est une tragédie et qu'un millier de morts est une statistique. Et
c'est vrai que c'est intéressant d'y réfléchir aujourd'hui où les terroristes nous font passer du côté stalinien, du côté de la statistique. On pourrait y réfléchir en disant, bon, mais de toute façon, on est encore dans des sociétés extrêmement apaisées, où on a beaucoup moins de chances d'ailleurs qu'ailleurs de mourir d'une blessure par arme de guerre, beaucoup moins de chances que partout dans le monde, même et particulièrement aux États-Unis. Mais il faut aussi renverser la proposition et voir ce qu'il advient et comment les gens, même les plus qualifiés, réagissent quand on passe de la statistique abstraite à l'imprévu présent. Et vous connaissez le cas de ce mathématicien soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale qui disait à ses élèves « C'est ridicule de se mettre à l'abri des bombardements parce que on est 7 millions de soviétiques, ils vont en tuer quelques-uns, mais enfin statistiquement on n'a aucune chance, on n'a vraiment aucune chance, c'est ridicule d'aller dans le métro. » Et puis un jour un de ses élèves le trouve dans le métro, lui demande pourquoi, et il s'en explique sans se démonter, et il dit oui, il y a 7 millions de moscovites, et au zoo il y a un seul éléphant, et hier ils ont eu l'éléphant. Savoir comment on processe l'information, comment on passe des 7 millions de moscovites à l'unique éléphant et ce que ça nous apprend de l'économie et des marchés, c'est exactement le champ d'analyse de l'économie comportementale. Il a des très belles choses ont été faites dans ce domaine-là, notamment, j'ai peu le temps d'en parler, mais une très belle psychanalyse de la bulle Internet construite en termes de plaisir et de réalité, de principe de plaisir et principe de réalité. On construit collectivement un objet fantasmé. Et on suit les humeurs du marché, c'est-à-dire les humeurs du patient, une rupture qui produit un sentiment d'omnipotence infantile, l'excitation, l'euphorie, le déni, la panique et enfin une recherche colérique d'un bouc émissaire à blâmer. C'est comme ça que fonctionnent les crises. Ce sont ces réactions collectives qui expliquent l'essentiel des cycles. Ce questionnement évidemment, va bien au-delà, je finis là-dessus, de la macroéconomie et des marchés, puisque, au fond, c'est une interrogation particulière pour les progressistes, pour les sociodémocrates, parce que, d'une certaine façon, tout le progressisme en économie, ça a été d'essayer de réduire la place de l'imprévu. Non pas, comme on croyait dans nos jeunesses, en collectivisant les moyens de production, mais en collectivisant les risques, couvrir les risques de la vie. Et au point de socialisation, on en est arrivé. C'est difficile de tracer les directions futures, parce que dans une société où il n'y aurait plus du tout d'imprévu, où tous les emplois seraient à vie, où toutes les carrières seraient à l'ancienneté, où toutes les compétences seraient protégées de l'évolution technologique, on aurait quoi? On aurait bien sûr une productivité stagnante, une croissance nulle et une société morte. Donc, on a du mal à aller jusqu'au bout du déni de la place que doit prendre l'imprévu dans la matière humaine. Donc, que ce soit en économie financière, en microéconomie, en politique économique, nous avons, nous, économistes, beaucoup à apprendre des autres sciences humaines que vous représentez, et au moins autant que de la mathématique et de la statistique, parce que l'imprévu que n'expliquent pas les statistiques est toujours plus ou moins produit par l'homme. C'est cette connaissance des réactions subjectives des acteurs, de leurs passions, est-ce que ça permet de faire de l'économie ou de battre le marché? Peut-être pas, mais ce qui me paraît probable, c'est que si on comparait statistiquement sur leur performance prédictive économique ou leur performance boursière un échantillon de mathématiciens spéculatifs qui n'est pas dans cette salle, avec un échantillon de psychiatres contrariants qui se trouvent dans cette salle, je pense que ce seraient les psychiatres qui deviendraient le plus vite riches. Merci. Merci beaucoup. Merci Guillaume Anzo d'avoir mis un peu de chair et d'humanité dans un domaine qui semble à beaucoup d'entre nous relever du monstre froid.
Et ben oui, vous avez non seulement parlé du facteur humain, mais même du rôle de l'inconscient et puis de l'économie comportementale. Alors vous avez évoqué à la fin le danger qu'il y aurait à une société, il n'y aurait plus d'imprévus, mais je pensais en vous écoutant que l'évolution de la technologie aujourd'hui semble nous rassurer de ce point de vue. Pourquoi? Ben parce que en vous écoutant, je passais dans ma tête un peu les différents moments qui se sont succédés autour des grandes innovations technologiques, et je retrouvais un petit peu le même fil que celui que vous évoquez. D'abord, l'être humain a cherché à fabriquer du prévisible, des machines qui marchent, notamment des armes, et quand vous avez évoqué le développement des banques à la Renaissance, c'est un peu effectivement aussi prévoir du prévisible. L'être humain a cherché après à prévoir l'imprévisible. Il en a d'abord été beaucoup question avec les saisons, le climat, voilà, et là vous nous avez parlé d'appliquer les statistiques à l'inconnu qu'est l'économie. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on est dans une époque où l'être humain s'emploie à fabriquer de l'imprévisible. Et tout le domaine de la robotique, du machine learning, de la constitution d'objets bourrés d'informatique dont on ne sait pas très bien finalement comment ils vont évoluer, c'est fabriquer de l'imprévisible. Et finalement, dans votre exposé, j'ai trouvé qu'il manquait l'évocation des fameux robots traders, puisque vous savez qu'aujourd'hui, une grande partie de l'économie est gérée par des robots qui font des opérations à une vitesse hallucinante et qui sont capables de s'emballer. C'est pas de l'économie, c'est de l'économie comportementale d'emballement des robots, peut-être. Et en tout cas, cet emballement a même été rendu responsable par certains économistes de la grande crise financière que nous avons connue. Donc je voulais vous entendre sur la tentation aujourd'hui de confier toute une partie du secteur de l'économie au contrôle, on pourrait dire, entre guillemets, de robots traders ou d'équivalents dans des champs plus larges. Oui, merci. Les robots ne sont que l'expression des logiciels qui sont dans les robots. Les logiciels qui sont dans les robots, c'est l'application justement au marché de la statistique, c'est-à-dire un certain nombre d'hypothèses qui sont faites, qui sont des hypothèses fausses. La première hypothèse, que la volatilité est la mesure du risque, pas du tout. C'est pas parce que les choses ont bougé un peu qu'on mesure le risque. Le risque, c'est que les choses s'effondrent complètement. Ensuite, c'est l'idée que tout ça suit une loi de Gauss, et tout ça, et ça, c'est faux. C'est pour ça que les régulateurs aujourd'hui, vous avez raison de le mentionner, ne raisonnent plus du tout comme ils raisonnaient hier. C'est très intéressant. D'ailleurs, il y a seulement 10 ans, les régulateurs bancaires et d'assurance considéraient que si vous étiez une grosse compagnie diversifiée, avec des intérêts partout, vous ne mettiez pas tous vos œufs dans le même panier, donc vous êtes moins risqué, donc vous avez besoin de moins de capital en proportion de vos activités. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Ils partent du principe que, comme il y a des risques extrêmes dont on ne sait rien et qu'on ne peut pas prévoir, les animaux qui sont plus gros, juste parce qu'ils sont plus gros, et particulièrement parce qu'ils sont interconnectés, sont plus dangereux. Et par conséquent, il faut soit les empêcher de grossir, soit les obliger à avoir beaucoup plus de coussins de sécurité que les autres, et en toute hypothèse, mettre dans ces systèmes le plus possible de court-circuit, parce que c'est exactement comme dans un circuit électrique où il faut, à un moment donné, pouvoir couper une partie du réseau. Merci. Avant de donner la parole à la salle, j'avais une petite question, plutôt une remarque, c'est que vous présentez l'économie comme une science relativement impuissante, mais il y a quand même un domaine pour lequel son activité se montre très performante, c'est qu'après coup, après l'événement, les économistes sont toujours capables d'expliquer pourquoi il était nécessaire que se produise ce qu'ils n'avaient pas prévu. Et donc ils réexpliquent le passé à partir de l'événement qui est venu démentir l'analyse qu'ils faisaient avant l'événement. Autrement dit, ils montrent que l'imprévu était déterminé. Est-ce que ça, c'est pas quand même une forme d'efficacité remarquable ? C'est d'une immense efficacité à condition qu'on lui accorde exactement autant de crédit qu'aux historiens. Ni plus ni moins. Est-ce que l'historien veut répondre ?
j'ai pas l'impression. Donc, Non, non, l'historien répond avec beaucoup de prétention que non, c'est beaucoup mieux l'histoire.